Bonjour Bernard Pivot, c'est une émission mythique, apostrophe, après ouvrez les guillemets, ça a été la grande émission littéraire de l'histoire de la télévision française et la voici de retour dans un coffret fabuleux, vous en avez choisi quelques-unes des perles. 12 sur 724, oui, puisque c'est le directeur des éditions Montparnasse, c'est des éditions sonores. Ils m'ont demandé de faire un choix, donc j'en ai choisi 12, on pourrait en faire un autre, bien entendu, mais il me semble qu'il y a là un ensemble d'émissions qui reflètent tout à fait ce qu'a été Apostrophe. Alors évidemment, Umberto Eco, Henri Troya, Brassens, le général Bijard, tout le monde se retrouvait autour de votre plateau. Oui, il y avait des grands écrivains, il y en avait de moins grands, il y avait des académiciens, il y avait des jeunes qui débutaient, comme Bernard-Henri Lévy, il y avait plein de gens tout à fait différents, il y avait des femmes, des hommes, des populaires et des moins populaires, etc. Oui, et alors ça commençait toujours comme ça, il y avait quelqu'un qui venait s'adresser à tous les Français qui étaient devant leur poste à ce moment-là, et voici ce qu'ils voyaient. Alors voilà, ça c'était simplement le générique. Oui. Mais vous présentiez chaque fois le thème, hein? Oui, en 2 phrases, 3 phrases. D'ailleurs, c'est là où je suis le moins à l'aise. Après, quand il faut parler comme ça aux gens, je n'aime pas beaucoup. Mais après, quand je parle aux gens, alors j'ai l'impression d'être chez moi et de parler avec Umberto Eco, avec Claude Lévi-Strauss, avec Le Clésio, comme s'ils étaient dans mon particulier. Voilà. Si vous parliez avec Umberto Eco, voilà par exemple ce qu'il vous répondait. On écrit toujours un roman sur soi-même, qu'il soit à la Recherche ou San Antonio. On écrit quelque chose sur ses propres vices. Je pense que dans la vie, il faut, je ne dirais pas, changer, comment ça, changer en expérience, vous savez, le mot de Malraux. Changer le plus d'expérience. J'espère quand même qu'il y a quelqu'un ici qui va m'aider à retrouver le mot de Malraux. Échec total. Échec total. Échec total. Vous voyez ce que c'est que la culture. Oui, il est mort, Malraux. Ça, c'est quand même extraordinaire. Hein? Oui, mais vous avez vu face à face, il y a Vincenot et d'Ormesson. Oui. Et la cour d'émission, Vincenot et d'Ormesson se trouvent des parentés insoupçonnées. C'est tout à fait extraordinaire. Et Umberto Eco, de le revoir, évidemment, si jeune, avec une barbe noire. Fantastique. Et surtout moi, de me voir si jeune. Bon, ça, vous n'avez pas changé, Bernard. Non, tu dis pas flatteur. Oui, non, mais quand même. Mais alors vous, carrément, vous dites à d'Ormesson, vous êtes candidat au prix Nobel. Il vous dit oui, tout à fait. Oui. Oui, il n'y a pas de raison. D'Ormesson est un homme franc, c'est vrai, quand et en même temps, il joue toujours. Ça, c'est la séduction même de d'Ormesson. Sembler dire la vérité, tout en la disant pas tout à fait, mais en donnant vraiment l'impression qu'il l'a dit. Alors, s'il n'était pas encore prix Nobel de littérature, Jean d'Ormesson, il y en a qui le sont devenus depuis. Regardez. Le Clésio. Est-ce que les aventures sur le terrain d'un ethnologue comme Claude Lévi-Strauss avant la guerre, donc au Brésil, est-ce que c'est quelque chose que, par exemple, vous auriez aimé vivre? Ah oui, je crois que vous les avez vécus dans une certaine mesure. Oui, enfin, je suis venu... quand je suis allé à Panama, ce n'était pas les mêmes relations. Le monde était déjà devenu très, très dur. Incroyable, hein, Lévi-Strauss et Le Clésio. Je veux dire que là, c'est un des grands honneurs, pour moi, une de mes grandes fiertés plutôt, d'avoir mis face à face Le Clésio et Lévi-Strauss, parce que c'est quand même deux esprits extraordinaires, deux géants. Vraiment, hein. Et ce que je regrette, c'est que Le Clésio n'ait pas succédé à l'Académie française au fauteuil de Lévi-Strauss, parce qu'on imagine l'éloge que sous la coupole, Le Clésio aurait fait de Lévi-Strauss. Ouais, des moments extraordinaires dans cette émission. La vérité d'un écrivain, c'est quoi, Bernard? C'est-à-dire que vous traquez la vérité sur le plateau, parce qu'à un moment donné, les gens se livrent, il se passe quelque chose. Traquer, c'est peut-être pas le mot que j'emploierais. Je dirais, j'essaie de piquer un tout petit peu pour que, voilà, il y ait une réponse, comme la peau, vous savez, quand on touche un peu la peau, mais hop, vous réagissez. Alors, voilà, mais parfois c'est juste pincer, mais parfois aussi c'est une caresse. Et c'est bien que l'autre qui est en face de moi réagisse ou à la caresse ou au pincement. C'est quoi la vérité pour un écrivain, selon Michel Tournier? Regardez. Si vous avez les esgourdes un peu délicates, faites gaffe ce soir, car j'ai là quelques clients qui n'ont pas leurs escalopes dans leurs fouilles et qui sont bien capables d'en jacter des vertes et des pas mûres. Je vais quelquefois dans les écoles et il y a une question qui est terrible, qui vient de temps en temps à la bouche des enfants. Monsieur, qu'y a-t-il de vrai dans ce que vous racontez? On ne peut pas poser à un romancier une question plus vache que celle-là.
Je dis, mes enfants, je vais vous écrire au tableau noir une belle phrase. Vous allez la recopier, la prendre par cœur. Vous mettrez peut-être 20 ans à la comprendre, mais c'est la seule réponse que je puisse vous donner. Et j'écris la phrase de Cocteau, « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité ». C'est magnifique. Oui, alors Tournier, là je suis très content que vous ayez passé ce passage avec Tournier parce que c'est une manière de le saluer. Il était à l'Académie Goncourt, maintenant il est retiré dans son presbytère et voilà, c'est très agréable de le revoir. Ouais. C'est très agréable pour moi de revoir ces écrivains voilà, que j'ai eu la chance d'approcher presque intimement. Alors ça commence dans ce coffret avec Qu'est-ce que l'esprit militaire? C'est une des premières émissions. Oui. Il y a Brassens, Oui. il y a le général Bijard, il y a il y a Ernu. Bernard Clavel, il y a le général Buys, il y a le capitaine Sergent. Alors des antimilitaristes et des militaristes. Voilà, c'est hein. une émission où on a beaucoup polémiqué. Et alors, on voit d'ailleurs que comme c'est une des premières émissions, on voit que je suis encore assez maladroit. D'abord, il y a trop de monde sur le plateau. Mais ça fume sur le plateau. Ah, ça Il y a fume, Brassens oui. qui fume la pipe, il y a Bijard fume la pipe oui. aussi. Il y a des volutes partout. Oui, mais voilà, donc là, je trouve que je la maîtrise pas bien encore l'émission, mais ça viendra plus tard. Ah, parce que Brassens, il peut pas en placer une, c'est terrible. Non, mais c'est un taiseux, hein, Brassens. C'est pas quelqu'un qui veut s'imposer. Mais ce qui est drôle dans l'émission sur l'esprit militaire, c'est un moment, tous les généraux qui sont en face de Brassens lui disent « On adore vos chansons, qu'est-ce que vos chansons sont formidables ?» Et lui, il leur dit « Arrêtez, vous allez me faire perdre mon public. » Il y a toujours des moments formidables comme ça dans les émissions. Oui, hein. mais c'est ça qui est intéressant. C'est l'inattendu. On ne sait pas ce qui va se passer. C'était du direct, hein, je vous rappelle. Hein, toujours, il n'y a pas de montage. Hein. Ouais. C'est que du direct. Alors- Et donc là, l'imprévu. Alors, parfois, c'était pas toujours bon. Hein, Oui. attention. Hein. Non, quand même. On a choisi les meilleurs, là. Hein. Alors, il y a Raymond DeVos, par exemple, un soir, Oui. parce que la langue verte, vous adorez ça. Oui. Et alors, il s'adresse à vous, il vous dit « Je vais vous appeler Chancel. Oui, Hein. oui. Mettez- Bon, mais ce que je connais fort. Et puis après, il dit autre chose. Regardez. On peut acheter quelque chose avec rien, vous le saviez ça? Bien sûr. En le multipliant. Une fois rien, on sait rien. 2 fois rien, c'est pas beaucoup, hein. Mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Alors maintenant, si vous multipliez 3 fois rien par 3 fois rien, rien multiplié par rien égale rien, 3 multiplié par 3 égale 9, ça fait rien de 9. Oui, ben, parlons d'autre chose. C'est pas la peine. Ça n'a pas vieilli. Oui, non, bah, évidemment, DeVos, comment voulez-vous que DeVos vieillisse? C'est merveilleux. Et cela, c'est de l'imprévu. Hein. Je ne sais pas ce qu'il va dire, j'en sais rien Oui. du tout. Donc, je réagis comme les autres. Et je réagis comme les téléspectateurs, Oui. surtout. Alors, la langue verte, l'amour de la langue, c'est ça finalement qui marque Apostrophe. Oui, ben, j'aimais bien faire des émissions un peu canailles, et puis il y avait des émissions prestigieuses, puis des émissions canailles. En voici une. Oui. Alors, dans tout ça, finalement, Bernard Pivot, ce qui reste, c'est quoi? C'est l'amour des gens. Il y en a beaucoup. Vincenot qui a disparu, un certain nombre qui ne sont plus là aujourd'hui. On se dit finalement, leur œuvre et les personnalités restent à travers ces émissions. Oui, mais c'est l'amour des humains, parce que j'aime beaucoup mes semblables, mais c'est aussi l'amour des écrivains, surtout, et l'admiration des écrivains. On ne peut pas faire une émission comme celle-ci sans admirer. On ne peut pas être égoïste, on ne peut pas être amer ou retors, c'est pas possible. Il faut être généreux quand on fait. Et je pense que dans ces heures-là, je suis un homme généreux. Oui. Et l'envie de partager, de donner envie à ceux qui écoutent. Ben oui, partager ce plaisir de lire avec les téléspectateurs. Et le lendemain, ben, les téléspectateurs allaient en masse dans les librairies pour acheter les livres qui avaient été présentés la veille, et puis surtout les lire. Oui, les plus grands souvenirs qui restent de tout ça. Il y en a beaucoup là, dans ce coffret-là. Hein. C'est difficile de les dire. Hein. Oui, non. Mais il y a des grands débats aussi sur le communisme, Oh là là, sur les oui, nouveaux oui, intellectuels, les nouveaux philosophes. Ça s'empoigne. Oui, oui. Ce qui est amusant, c'est qu'au début, c'est donc dans les années 75-78, on ne pouvait pas faire un débat intellectuel sans inviter un communiste. C'est pas possible autrement. Et puis 20 ans après, on se dit, mais où ils sont? Il n'y en a plus. C'est extraordinaire. Vous diriez, aujourd'hui, quand on revoit ça, on se dit, ça vit toujours. C'est-à-dire, c'est toujours vivace, l'esprit humain, la facétie, ça reste. D'abord parce que la parole a été sauvegardée, elle est là, elle est dans son jus, si j'ose dire, elle vit, elle dérape parfois, elle s'exalte, et donc vous avez des moments de vérité qui restent des moments de vérité. Oui. Alors, il n'y a pas le fameux Bukowski avec ses bouteilles de vin là-dedans, mais ça reste un grand souvenir quand même. Oui, mais
Oui. Bien sûr que ça reste un très bon souvenir, mais il fallait pas... la section Bukowski est très bonne, mais après le reste, c'est quand même témoin intéressant. Voilà. Il y a Anthony Burgess, Orange Mécanique, il y a des écrivains extraordinaires. Et merci Bernard Pivot d'avoir également aussi écrit cela, parce que vous êtes quand même l'amoureux des mots et du vin. Oui. Pas seulement d'ailleurs, mais de tant de choses, mais un amoureux éternel. Le dictionnaire à mots du vin, publié chez Flammarion, cette fois illustré. Et c'était un grand plaisir de dire que là, la grande émission est revenue. Merci. Et c'est un immense bonheur. Merci. Merci Patrick. Merci Bernard Pivot.